Clémence Moreau, s'il vous plaît. Alors, Clémence, elle est chercheuse en géographie humaine à l'Université de Laval, diplômée de l'Université de Montpellier en France. Elle réalise actuellement une enquête sur les freins et leviers culturels et sociaux au génie végétal pour lutter notamment contre l'érosion des berges au Québec. Ça va être fascinant, cette conférence-là, qui s'intitule « Le génie végétal sur berges en France et au Québec, apport des sciences sociales ». Merci beaucoup. À toi la parole. Bonjour oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci à la SQP de l'invitation à présenter aujourd'hui. C'est un plaisir. Et je remercie aussi l'ensemble de mes collègues qui ont participé à la préparation de cette présentation. Donc Monique Poulain, André Evette, Marie-Lise Côté, Chloé Frédette et Guillaume Grégoire. Et je remercie également le MPO et la SQP qui sont partenaires de ce projet. Donc aujourd'hui, on va parler des techniques de génie végétal pour la protection des berges de cours d'eau en contexte de changement climatique. Donc on voit que c'est des techniques qui sont plus que jamais nécessaires aujourd'hui parce qu'elles permettent de restaurer ou de maintenir des habitats, donc ces berges végétalisées qui vont être des écotones, c'est-à-dire des zones de transition entre les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes terrestres. Et ça peut être aussi une façon d'atténuer le changement climatique via le stockage du carbone. Mais d'un côté, qui dit changement climatique dit recrudescence des événements extrêmes, notamment des sécheresses ou des inondations. Et donc, dans ce contexte-là, on peut s'attendre à ce que les gens aillent vers des choses qu'ils connaissent le mieux. Comme c'est un contexte de forte incertitude, ils vont peut-être chercher à aller vers des choses qu'ils connaissent le mieux, donc certainement le génie civil. Et donc, à leurs yeux, le génie végétal peut représenter une prise de risque. Donc, on est un peu dans ce paradoxe où c'est des techniques qui sont nécessaires plus que jamais et d'un autre côté qui peuvent un peu, vers lesquelles il va falloir oser aller. Et donc, c'est les questions qu'on se pose, c'est à quelles conditions les gens sont prêts à tester ces techniques-là qui sont encore moins connues que les techniques de génie civil. Donc, on s'est posé ces questions-là à travers 2 projets de recherche. Donc, le premier projet, c'est le projet FLAG, donc pour freins et leviers au génie végétal au Québec. Voilà, comme on l'a dit, qui porte sur l'identification des freins et des leviers pour ces techniques, avec 4 volets, une synthèse de la littérature, une analyse qualitative, des ateliers participatifs et puis de l'animation de réseau. Aujourd'hui, je vais vous présenter seulement les résultats du premier volet, c'est-à-dire la synthèse de la littérature. Bon, assez classiquement, hein, c'était juste la lecture de documents scientifiques, techniques et réglementaires sur cette thématique. Le second projet de recherche, c'est le projet Génio. Donc, le projet Génio, il a eu lieu en France entre 2020 et 2022 et il portait sur l'utilisation du génie végétal dans les territoires urbains en France, avec 2 volets. Le premier, c'était questionner les bénéfices et les risques de ces techniques, en croisant une approche en écologie, donc pour mesurer les services écosystémiques rendus par ces ouvrages, et une approche en sciences sociales pour voir les perceptions de ces techniques. Et le deuxième volet, c'était des entretiens semi-directifs qui ont été faits avec les professionnels de la filière. Donc concrètement, comment on a fait? Nos collègues ont échantillonné 3 types d'ouvrages, donc des enrochements, des techniques mixtes, des techniques de génie végétal pour étudier les variables donc, en écologie, la végétation, la biodiversité, la connectivité et l'ombrage. On a croisé ces données en écologie avec des données en sciences sociales sur la perception de ces berges. On a pris les photos des mêmes sites et puis on les a présentées via un photoquestionnaire sur Internet. Donc il y a eu 493 participants et puis on leur posait des questions. Par exemple, vous voyez la photo à droite, est-ce que vous pensez que cette berge constitue un beau paysage, est adaptée aux loisirs, etc. Et une des choses qui nous intéressait, c'était de voir le niveau d'expertise varié. Donc il y avait 42% des gens qui ont répondu qui déclaraient ne pas avoir d'expertise particulière sur l'environnement ou sur la gestion des cours d'eau, 25% une expertise moyenne, 32% une expertise moyenne et 25% une expertise importante. Et enfin, le dernier volet, donc ça a été des entretiens semi-directifs avec des professionnels de la filière qui travaillent dans l'innovation,
la conception et la planification, la réalisation et la gestion de ces cours d'eau. Donc voilà, ça c'était pour la partie méthode. Je vais vous présenter tout d'abord vraiment un panorama des freins et des leviers en se disant, voilà, s'il y a des gens qui veulent protéger des berges contre l'érosion des cours d'eau, qu'est-ce qui peut leur faciliter le travail pour aller vers ces techniques de génie végétal, ou au contraire, qu'est-ce qui peut entraver leur volonté de mettre en place ces techniques. Donc là, il y a 8 grands facteurs. Je vais pas les détailler, voilà, juste vous faire un panorama général. Donc là, c'est des choses qui ont trait vraiment au Québec que j'ai pu lire dans la littérature. Donc la première famille de facteurs, c'est des facteurs en écologie. Alors on voit que d'un point de vue écologique, pour le coup, il n'y a pas photo, les techniques de génie végétal sont beaucoup plus intéressantes que les techniques de génie civil. Par contre, ces bénéfices ne sont pas toujours bien évalués. Donc on va peut-être manquer d'arguments pour convaincre les gens de vraiment l'utilité de ces techniques. Donc, il y aurait vraiment un besoin de développer des protocoles d'évaluation standardisés et faciles à mettre en œuvre. Le deuxième type de facteurs, c'est des facteurs techniques. Donc il y a encore des problèmes vraiment techniques qui peuvent se poser sur le dimensionnement des ouvrages, par exemple sur l'approvisionnement en végétaux. Le troisième type de facteurs, c'est des facteurs climatiques et géographiques. Donc il y a des processus érosifs qui sont propres au Québec. On pense à la glace, aux marées, au bâtillage, aux vagues de vent, aux argiles sensibles. Donc ces processus-là, ils sont très bien connus. Par contre, la façon dont on peut adapter les ouvrages de génie végétal à ces contraintes, là, il y a encore beaucoup à faire. Le quatrième type de facteur, c'est les coûts. Donc, on nous dit souvent que c'est des techniques qui sont peu onéreuses, mais en fait, il y a très peu de chiffres qui sont disponibles à tout un chacun, accessibles. Donc, il y aurait un besoin de mieux diffuser ces chiffres-là. Et puis aussi de mettre en place des mécanismes incitatifs via des subventions, par exemple. Le cinquième type de facteur, donc ça a trait à la connaissance et à la formation. Donc on a vu, il y a vraiment un besoin de produire des nouvelles connaissances sur les verrous techniques, sur les questions climatiques, etc. Et il y a aussi un besoin de développer des formations initiales et continues dans le domaine. En sixième, donc, il y a l'organisation de la filière. Donc, on voit qu'il y a encore le génie végétal, il est vraiment à la croisée de compétences différentes en génie civil, en génie végétal, en biologie. Et on voit que sur le terrain, il y a encore des petites tensions qui peuvent apparaître, notamment entre les biologistes et les ingénieurs, au moment de la signature des plans, au moment des appels d'offres ou sur les chantiers. En termes de réglementation, il y aurait certainement un besoin d'allègement réglementaire, notamment en ce qui concerne les techniques mixtes, qui pour l'instant ne font pas l'objet d'allègement réglementaire, contrairement aux techniques de génie végétal. Hop, pardon. Ouais, j'ai raté la dernière. Et enfin, le huitième famille de facteurs, c'est lié à l'acceptabilité sociale. Et alors là, je vais rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'on appelle une technique de stabilisation des berges acceptable. Alors, pour qu'une un projet de génie végétal ou de stabilisation en général soit jugé acceptable, il faut déjà qu'il soit fiable, c'est-à-dire qu'il donne aux habitants ou aux usagers un sentiment de sécurité. Il faut aussi que la berge soit belle, donc qu'elle ait une valeur esthétique. Il faut aussi que la berge soit accueillante, qu'elle puisse être le support d'activités récréatives. Il faut aussi qu'elle soit vivante, c'est-à-dire qu'on puisse mesurer la biodiversité. Et enfin, que le territoire riverain soit perçu comme juste, ce qui soulève des questions des enjeux d'aménagement urbain et de justice sociale. Donc, je vais revenir un petit peu sur ces 5 dimensions à travers les 2 projets de recherche qu'on a mis en place. Donc, pour le sentiment de sécurité, dans le projet Génio, donc celui qui était en France, on a demandé aux gens, donc si votre propriété devait être protégée de l'érosion du cours d'eau, est-ce que vous auriez confiance dans ces techniques? Alors, en règle générale, il y en a 57% qui disent qu'ils ont tout à fait confiance, mais vous voyez la première ligne qu'il y a une forte différence selon l'expertise déclarée des gens. Quand les gens avaient une forte expertise environnementale, ils étaient 77% à avoir confiance, alors que s'ils n'avaient pas d'expertise, ils n'étaient que 46%. Donc, une autre façon de représenter ça, donc là, c'est vraiment l'analyse croisée qu'on a fait entre les données sociologiques et écologiques. Donc, vous avez dans les lignes les 3 valeurs de perception qu'on a mesurées, donc la valeur esthétique, la valeur récréative et la valeur de vulnérabilité en bas. Et puis, dans les colonnes, c'est les variables écologiques, donc variables de végétation, variables de connectivité et richesse spécifique.
Et donc vous voyez dans le premier carré en bas à gauche que la courbe la plus foncée, donc c'est les gens qui déclarent une expertise élevée, on voit que leur sentiment de vulnérabilité n'augmente pas avec la végétation. Alors que les personnes qui ont une faible expertise environnementale, donc la courbe la plus claire, plus la végétation augmente, plus leur sentiment de vulnérabilité augmente. Donc il y a vraiment un travail à faire autour de cette question de la fiabilité perçue de ces techniques. Au Québec, à partir de l'analyse de la littérature, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des techniques qui sont vraiment perçues comme plus risquées. Il y a un consensus autour de ça, notamment dans les premières années qui suivent l'installation de l'ouvrage, au moment où les végétaux n'ont pas encore pu assurer totalement leur rôle de stabilisation. Mais c'est aussi qu'il y a une méconnaissance de ces techniques et une dépendance au sentier. Donc ce qu'on appelle dépendance au sentier, c'est-à-dire qu'on va toujours aller vers la solution qu'on connaît le mieux et qu'il peut y avoir un verrouillage socio-technique, c'est-à-dire que de sortir de ce sillon tout tracé, ça va être extrêmement coûteux. Et donc les conséquences, ce sont soit un recours au génie civil, soit des ouvrages qui sont surdimensionnés avec des clés d'enrochement qui peuvent monter très haut sur le talus. Parmi les leviers, donc, il y aurait de mieux documenter et de mieux diffuser les connaissances sur les performances du génie végétal, et alors de mettre en place des projets pilotes. Donc, on en parlait ce matin à la ville de Montréal, on n'est pas forcément obligé de commencer par des gros projets, ça peut être des tout petits projets, mais qui vont convaincre petit à petit les gens de l'efficacité de ces techniques. La deuxième variable, c'était la variable esthétique. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup plus net et il y a peu de différence finalement selon le niveau d'expertise. Donc quand on a demandé aux gens d'après les photos qu'est-ce qu'ils trouvaient le plus beau, et ben en fait, plus la variable de végétation était élevée, plus c'était jugé comme esthétique, plus il y avait de connectivité, plus c'était jugé comme esthétique, et plus il y avait une richesse spécifique, plus c'était jugé comme esthétique. Donc là, on voit qu'il y a une forte convergence entre les données écologiques et les données sociologiques, et que les berges les plus végétalisées sont très intéressantes à la fois pour les écologues et à la fois pour les habitants en ce qui concerne la variable esthétique. Alors, on peut nuancer un petit peu dans la littérature, justement, au Québec. Il y avait des choses qui venaient un petit peu nuancer ça. Donc, c'est vrai que les berges végétalisées étaient esthétiques. Mais il y avait certains documents qui notaient certaines controverses, comme le fait que ça pouvait paraître négligé, cette végétation un petit peu foisonnante, par opposition à des berges plus, en génie civil, qui peuvent paraître plus propres, entre guillemets. Je vois que c'est un point qui peut faire débat. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est de voir que la variation des normes esthétiques dans le temps, donc le projet de la rivière Saint-Charles à la ville de Québec, j'en reparlerai tout à l'heure, mais qui a été canalisé dans les années 60, c'était justement aussi pour des questions esthétiques. À l'époque, c'était plus esthétique d'avoir des berges canalisées. Alors, comme levier, donc, il y a de créer des accès visuels au cours d'eau, de travailler vraiment sur l'aspect paysager de ces berges, tout en sachant que ça peut avoir des conflits entre l'impératif de stabilisation. Donc des fois, on va favoriser des espaces basses, par exemple, mais qui ne sont pas forcément très intéressants d'un point de vue stabilisation. Et aussi l'impératif de continuité écologique, c'est-à-dire de maintenir un corridor écologique sur le cours d'eau. Ça peut être parfois compliqué d'aménager des trouées visuelles. Donc c'est vraiment un jeu de compromis entre ces différents objectifs. En ce qui concerne la valeur récréative, donc vous voyez dans la première case à gauche, et dans les deux premières cases d'ailleurs, il y a vraiment une forme de cloche, c'est-à-dire que plus la variable de végétation augmente, plus on considère que la valeur récréative est élevée, jusqu'à un optimum, et après ça décroît. Ça veut dire que la végétation est intéressante jusqu'à un certain point, où là, ça va perdre de la valeur récréative. Donc on voit encore une fois l'importance de créer des accès visuels, mais aussi des accès physiques, où les gens vont pouvoir se rendre sur les berges pour marcher, pour faire du vélo, pour faire de la pêche éventuellement. Et on voit encore une fois sur le cas de la rivière Saint-Charles, donc à quel point ces aspects récréatifs ont été pris en compte à travers un cheminement piéton et vélo, l'accessibilité pour les personnes handicapées, des préservations des accès visuels, etc. Alors, la biodiversité, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je vois que l'heure tourne. Et je vais conclure sur ces dimensions par la question de la justice sociale. Donc, en revenant un peu sur l'histoire de la rivière Saint-Charles, donc ça, c'est des travaux qui ont été faits par Alexandre Brun et Guillaume Boutet et qui ont un peu creusé l'histoire de cette success story qu'on a beaucoup présentée autour de la rivière Saint-Charles, en retraçant un peu son histoire.
Donc au XVIIIe et au XIXe siècle, c'était vraiment une rivière qui était dans le quartier Saint-Roch, donc le cœur industriel de la ville de Québec. Et c'était une rivière en souffrance, sous pression, avec beaucoup de pollution et une absence totale d'épuration. Donc il y a eu une première phase d'aménagement dans les années 60 et 70. Et le but, comme je disais tout à l'heure, c'était de rendre belle la rivière via sa canalisation, donc avec l'assainissement et le contrôle de la pollution. Il y a eu des barrages anti-marée également qui ont été faits, des stations d'épuration, et les berges qui ont été complètement bétonnées. Donc on était vraiment dans cette perspective hygiéniste et d'aménagement. Et alors ce qui est drôle, c'est de... Enfin drôle, si on veut. Mais dès les années 1970, en fait, dès 1974, il y avait déjà des projets alternatifs, dont le projet Kabir-Kouba, qui proposait une vision totalement différente du fleuve, qui était beaucoup plus proche de son aspect naturel, pour rendre cette rivière plus naturelle. Donc en fait, on avait l'impression que le projet était à peine abouti, qu'il était un peu déjà obsolète par rapport aux aspirations aussi des habitants et des politiques. Et donc dès les années 90, dès 1995, on a commencé à démanteler en fait les berges qui venaient juste d'être construites. Et on a retaluté ces berges en pente plus douce, on les a végétalisées et on a réalisé les travaux d'aménagement dont je parlais. Donc finalement, c'était une rivière qui autrefois était répulsive, qui devient vraiment un atout pour le quartier. Et les questions que ça pose, évidemment, donc le quartier est devenu plus mixte. En fait, les classes moyennes qui étaient parties de ces quartiers-là, qui avaient fui vers la banlieue, commençaient à revenir avec des appartements qui étaient beaucoup plus prisés, avec des vues sur la rivière. Mais on voit, comme souvent, les questions d'éco-embourgeoisement, de risque d'éviction de ces populations, d'expropriation et des déplacements de certains bâtis. Alors, en guise de conclusion, je voulais revenir sur un des résultats du projet Génio, qui permet de comprendre pourquoi c'est aussi compliqué de mettre en place ces techniques de génie végétal. C'est l'idée du changement de paradigme, qu'on entend un peu à toutes les sauces, mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. Donc ce paradigme de gestion, c'est ce qu'on appelle un paradigme de gestion, c'est une certaine façon, on va définir le problème, poser un diagnostic et proposer une façon d'agir. Donc en fait, on voit que de passer d'une technique de génie civil à une technique de génie végétal, ce n'est pas juste une question de changement technique, il y a toute une culture derrière qu'il faut changer. Et ça se présente de trois façons, donc les trois grandes différences entre le génie civil et le génie végétal, si on veut. La première chose, c'est la façon dont on va calculer la performance. Dans les techniques de génie civil, on va avoir une approche très technique de cette performance. Un ouvrage performant, c'est celui qui contrôle l'érosion. Et on va pouvoir prédire cette performance grâce à des calculs théoriques, des normes, etc., qui sont déjà bien établies et sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Quand on est dans une approche de génie végétal, c'est différent. Déjà, la performance, elle est beaucoup plus intégrée. On va bien sûr chercher à contrôler l'érosion, mais on va aussi chercher à optimiser les bénéfices écologiques et sociaux. Donc une approche beaucoup plus intégrée de la performance. Et cette prédiction théorique de la performance, elle ne marche pas, elle n'est pas adaptée. On va beaucoup plus être dans une démarche d'essai-erreur. On va essayer des nouvelles espèces, voir ce qui s'est fait à côté, voir si ça marche localement, s'ajuster en permanence. Et donc, c'est une vision complètement différente de la performance. Donc, dans ce contexte-là, comment on peut favoriser les techniques de génie végétal? D'abord, c'est de redéfinir la performance des ouvrages et de vraiment intégrer au maximum ces bénéfices écologiques et sociaux, parce que ce qui se passe pour l'instant, c'est qu'en fait, on minimise complètement tous les apports du génie végétal, qui peut paraître à certains regards moins performant que le génie civil, parce que justement, on a minimisé ces bénéfices écologiques et sociaux. Et la deuxième chose, j'y reviens encore une fois, mais c'est de mettre en place des projets pilotes sur des zones à faible enjeu qui vont permettre justement de se faire la main et d'être de plus en plus performants. La deuxième différence, c'est le partage du risque. Donc on en a parlé, le risque est perçu comme moins fort sur les techniques de génie civil que de génie végétal. Ça, c'est un fait. Donc comment on peut avancer avec ça? C'est de renforcer la tolérance au risque. Bon, ça c'est d'accepter l'érosion, c'est pas toujours possible, évidemment, on s'entend s'il y a des enjeux à proximité. Mais dans ce cas-là, alors ce serait plutôt, ça c'est les résultats en France, ce serait à valider au Québec, mais ce serait alors de clarifier le cadre législatif. En fait, en France, il y a une espèce de flou sur les responsabilités légales entre les concepteurs, les firmes et les donneurs d'ordre, les donneurs d'ouvrage, pardon, pas donneurs d'ordre, pour savoir qui est responsable en cas de dommages sur les biens et des personnes. Et en fait, ce flou, il est décourageant pour les parties prenantes. Et donc, il y aurait besoin d'un meilleur partage et d'une meilleure clarification.
Et enfin, la troisième grande différence entre le génie civil et le génie végétal, c'est la posture professionnelle. Donc quand on est dans une approche de génie civil, on est vraiment sur une approche de contrôle de l'écosystème, ce qu'on appelle la culture de l'ingénieur, où justement on va chercher à être le plus performant possible et à réduire les incertitudes en contrôlant notre écosystème, alors que pour les techniques de génie végétal, la posture professionnelle, elle est différente. Comme on est dans cette approche d'essai-erreur, il y a deux qualités qui sont vraiment très importantes. La première, c'est l'audace. Il faut oser, il faut aller vers l'inconnu, il faut aller vers des choses, même si on a un doute sur la fiabilité pour l'instant, vraiment, il faut oser. Et d'un autre côté, pour être capable de reconnaître qu'on a fait des erreurs, il faut être humble et être capable de revenir sur son travail et de porter un regard critique dessus. Donc c'est vraiment l'audace et l'humilité, un peu les deux jambes qui permettent d'avancer quand on veut faire du génie végétal. Et le deuxième point qui est très important et qui est un levier énorme, c'est la convergence entre l'éthique personnelle et l'éthique professionnelle. En fait, quand j'ai parlé avec les gens, il y avait un peu, en caricaturant, mais deux types de profils. Donc il y avait ce qu'on pourrait appeler les convertis, c'est des gens qui avaient plutôt une formation d'ingénieur, qui ont travaillé dans le génie civil et qui petit à petit sont venus vers ces techniques justement parce que ça leur allait mieux d'un point de vue éthique. Ou alors des gens qui avaient plutôt une formation en écologie, en biologie, qui étaient un peu déconvaincus de la première heure et qui sont venus à ces techniques aussi. Mais quel que soit le profil, il y avait vraiment l'idée que voilà, c'est des gens, parfois ils m'ont parlé qu'ils avaient une mission, qu'ils avaient l'impression de faire avancer les choses dans le bon sens. Et ça, c'est un point très important pour promouvoir ces techniques. Et là, le levier, ce serait vraiment c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais de soutenir les initiatives d'échange entre pairs. Donc tous et toutes m'ont parlé de l'importance de ces réseaux professionnels, soit pour les soutenir, parce qu'il y a des gens qui sont aussi isolés dans leur structure, quand ils sont un peu les seuls qui portent sur leurs épaules ces techniques-là dans des firmes de génie civil, soit pour échanger des informations, apprendre des nouvelles choses. L'échange entre pairs, ça leur permet d'avancer. Et donc finalement, on a deux paradigmes de gestion. Donc le premier, c'est prédire et contrôler. C'est réduire l'incertitude, augmenter la prévisibilité des réponses apportées aux problèmes. Donc là, la prévisibilité, c'est de la performance de ces ouvrages. Et dans le cas du génie végétal, on est plutôt dans la gestion adaptative, donc qui passe par l'expérimentation et raffiner ces stratégies de façon itérative entre la pratique et la théorie. Voilà, cette question du changement de paradigme, elle permet de mieux comprendre aussi pourquoi ces techniques sont aussi compliquées à mettre en place, et puis elles permettent aussi de montrer l'importance des sciences sociales, justement, parce que je pense qu'on pourra avancer autant qu'on veut au niveau technique. Des fois, il y a des choses qui se jouent ailleurs, et c'est pour ça que l'interdisciplinarité est importante aussi par rapport à ce sujet-là. Voilà, vous avez les différentes publications auxquelles vous pouvez vous référer pour en savoir plus. Et je tiens à remercier donc la bourse Mitax qui finance mon postdoctorat, la SQP et le MPO qui sont partenaires, et puis l'ensemble des membres du projet FLAG.